sur homestaging et décoration. Donc déjà, je vais vous réexpliquer ce qu'est le homestaging. Et après, je vous demanderai vraiment ce que vous attendez de cette rencontre aujourd'hui. Le homestaging, vous l'avez découvert avec notre émission Maison à vendre avec Stéphane Plaza. Ça fait 11 ans qu'on est donc à l'antenne et qu'on a importé cette idée d'outre-Manche qui était, avant de vendre, il faut préparer son bien. Le homestaging, ça signifie en fait valorisation immobilière. Et du homestaging, c'est quelque chose qu'on applique quand on veut vendre. Donc ça ne peut pas être dissocié d'une vente. Donc en fait, souvent les gens pensent que homestager, ça veut dire faire de la décoration neutre. Ce n'est pas du tout le cas. Parce que les gens, à force, ont associé notre style décoratif dans l'émission à un nom. Ils pensent que homestaging, ça veut dire je fais du beige, du blanc, maison de campagne et tout. Pas du tout. Homestaging, c'est juste appliquer des règles assez simples qui sont que quand on veut vendre, il faut tout simplement préparer son bien par respect pour soi et par respect pour les autres. Et bien préparer son bien, ça veut dire qu'on va vendre plus vite, pas forcément plus cher, mais qu'on va vendre au bon prix et qu'on va vendre correctement. On est souvent confronté en fait à des gens qui... moi, je le vois quand on fait les repérages, vous avez les petites culottes qui sèchent sur le tankerville, voilà, il y a des crottes de chiens dans le jardin et tout, puis les gens, ils vous disent « Ah oui, mais bon, les gens, ils se doutent bien que quand ils vont acheter, ils vont pas pour acheter mes petites culottes. » Bah ouais, mais en fait, j'ai pas envie de voir vos petites culottes quand je visite. Et c'est ça qu'il faut vraiment comprendre. Et du homestaging, c'est beaucoup de bon sens. On dit qu'en fait, il faut préparer son bien comme quand on veut vendre une voiture. Et là, ça nous parle plus à nous. Quand je vends ma voiture, je vais la passer au car wash, je vais laver l'extérieur, je vais laver l'intérieur, je vais enlever les traces des chaussures des enfants qui ont bien fait ça sur mes sièges derrière, les chewing-gums collés sur le siège, et puis je vais faire en sorte que ça sent bon dans la voiture. Parce que voilà, sinon je sais que je vais perdre de l'argent, etc. Éventuellement, si j'ai un peu plus d'argent, ça m'est arrivé, j'ai investi 1 500 € et j'ai refait la carrosserie parce que ma belle-sœur m'avait tout rayé ma voiture. Et je sais que sinon j'allais perdre de l'argent à la vente. Ça, typiquement, c'est comme du homestaging, en fait. C'est la même chose sur une maison. Avant de vendre une maison ou un appartement, il faut simplement appliquer des règles. Donc déjà, ranger, ça semble évident. Il faut effectivement enlever tout ce qui est superflu, tout ce bazar. Même si on a déjà fait des cartons, il faut les enlever parce que ça empêche aux gens de voir les volumes d'une pièce. Une chambre qui est remplie de cartons, parce qu'on s'est dit, les enfants sont partis, en attendant, je mets les cartons ici, voilà, en attendant le déménagement. Les gens, lors de la visite, vont penser que c'était un placard. Vous dites, non, ça fait 9 mètres carrés, je le sais. Non, une pièce qui est remplie de cartons, dans la tête des gens, c'est un placard. Donc déjà, ils n'achètent une maison plus petite qu'elle ne l'est. Donc ranger, c'est évident. On loue si on peut un garde-meuble, on demande à un copain qui a un garage de nous prêter un garage, ou au pire, est-ce que je peux pendant un mois stocker chez toi dans ton cellier, dans ta buanderie, etc. Donc il faut ranger. Il faut aussi, on dit toujours, dépersonnaliser. Alors ça fait beaucoup rire les gens quand on dit dépersonnaliser parce que c'est devenu un peu la caricature de l'émission. Voilà, tout à l'heure on me disait, oui, pour éviter de dire aux gens que c'est moche, on dit qu'il faut dépersonnaliser. Mais en fait, c'est ça. Je ne me permettrai jamais dans la vie de dire aux gens que la photo de mariage, elle est moche parce qu'en fait, on vit comme on veut chez soi. Simplement, quand je visite, moi, j'ai un rôle de professionnel et je me dois de leur dire ce qu'un professionnel doit vous dire. C'est que si vous vendez avec la photo de mariage d'il y a 30 ans, où vous aviez la coupe années 80, etc., les gens, ils ont envie de rigoler. Et c'est bête, mais cette photo, c'est un peu représentatif de ce qu'il y a souvent chez les gens. Il y a souvent des collections de petites vaches, de grenouilles, voilà, il y a des choses comme ça, du PSG, de ce qu'on veut. On retrouve beaucoup de collections, beaucoup de choses qui font que le regard du visiteur, il va s'accrocher sur toutes ces choses. Et en sortant de la maison ou de l'appartement qu'on a visité, tout simplement, dans la voiture, t'as vu chérie, oh là là, ils sont gentils, mais qu'est-ce qu'ils étaient ploucs, ou voilà. Et en fait, non, quand on sort d'une visite, on doit parler que des pièces qu'on a vues, on doit parler que des mètres carrés, et on doit se dire, tu penses qu'on achète ou pas, voilà. Et en fait, si on n'a pas dépersonnalisé, on peut passer à côté d'une vente réellement. Parce que, en fait, les gens, ils n'ont pas envie de rentrer dans votre vie privée à vous. Ils veulent juste voir ce que vous vendez, et le bien, il doit être neutre. Ensuite, on dit souvent qu'il faut réparer. Réparer, c'est très important parce que, mais c'est comme tout, comme je vous disais, ma voiture tout à l'heure, si je n'avais pas refait la carrosserie, je l'aurais vendue bien moins cher. Parce qu'effectivement, si on n'a pas réparé, c'est tout ça qu'on va mettre sur sa liste dans sa tête et ce qui va servir à la négociation finale. Donc en fait, on peut faire baisser un prix en disant oui, mais attendez, votre baignoire elle est pétée, ou la filtration de la piscine elle marche plus, ou la porte du garage se ferme pas correctement, vous vous rendez compte, voilà. Donc tout ce que vous aurez fait pour réparer, des choses simples, c'est souvent un robinet qui fuit, c'est souvent des joints de douche qui sont noircis par l'humidité. Ça arrive chez tout le monde, ça.
Mais une brosse à dents avec de l'eau de Javel, on frotte, voilà, les joints reviennent blancs. Un robinet qui fuit, souvent, un robinet, on en trouve à partir de 30 €, même moins. Donc voilà, c'est pas grand-chose à changer, toutes ces petites choses. Mais ça fait que les gens, ils vont se dire, ils entretiennent bien leur maison. Et on a envie de ressembler aux gens à qui on achète la maison. Des gens qui n'ont pas pris soin de leur maison et tout, on n'a pas envie d'acheter leurs biens parce qu'on n'a pas envie de s'identifier à eux. Et tout simplement, on n'a pas envie de se dire, ces gens sont comme moi. Non, si c'est négligé, si c'est pas entretenu, ça fait que ça peut faire louper une vente. Donc voilà, réparer, ranger, dépersonnaliser, c'est des choses qui sont un peu évidentes. C'est des choses certainement que vous êtes tous dit en regardant l'émission, oh là là, mais c'était surchargé chez eux, c'était moche et tout. Sauf qu'en fait, moi je dis toujours aux gens quand on m'arrête dans la rue, qui me racontent, oh là là, c'était gratiné hier soir. Mais en fait, chez eux, c'était chez vous ou c'était chez moi, parce qu'on ne voit plus le bien dans lequel on vit. Et souvent, c'est ça le problème, en fait. On pense toujours que c'est pire chez les autres et que c'est horrible. Mais en fait, chez eux, c'est chez nous, quoi. Il faut juste réaliser ça à un moment et arriver à prendre du recul sur son bien. Donc, moi, je dis souvent, quand on veut vendre, faites-vous aider d'un ami, mais quelqu'un qui n'a pas sa langue dans sa poche, quoi, qui ose vous dire les choses. C'est comme des moments forts de la vie où des fois on déconne, il faut se faire aider par quelqu'un qui sait vous dire non, là, écoute, oui, si tu me demandes mon avis, ta carpette en vache, non, ça se fait pas, quoi. Tu peux aimer les vaches, mais si tu veux vendre, enlève-la. Voilà, c'est plein de choses comme ça. Un ami parfois, un copain, une connaissance peut vous faire ouvrir les yeux sur votre bien sans se vexer, mais arriver à prendre conscience qu'il y a plein de choses qui peuvent freiner une vente. Et enfin, quand on fait du homestaging, souvent, une fois qu'on a remis tout blanc, qu'on a tout rangé, qu'on a un peu vidé les pièces et qu'on a réparé, ça c'est super, simplement, il va manquer parfois le petit truc. Parce qu'en fait, si on visite aujourd'hui que des maisons comme ça, toutes blanches, un peu des maisons témoins vides, oui, c'est bien, mais en fait, on n'arrive pas forcément à se projeter parce qu'on a toujours envie, comme tout dans la vie, d'être séduit. Donc, il faut toujours amener, si on peut, à la fin, cette petite chose en plus, qui est moi et ma touche perso, qui est la touche séduction. La touche séduction, c'est comme dans la vie, quand on va se mettre du parfum avant de sortir ou qu'on va mettre une paire de boucles d'oreilles, voilà. La petite touche séduction, en fait, une fois qu'on a fait tout blanc, c'est de se dire qu'est-ce qui va faire que ma maison ne va pas ressembler aux autres. Donc moi, je conseille souvent de s'appuyer sur un défaut de la maison, une particularité, une mansarde, une pièce qui est en longueur, des choses qui peuvent vous sembler des défauts, faites-les ressortir. Parce qu'en fait, c'est comme la personnalité de chacun. Votre défaut, c'est votre différence. La maison, c'est pareil. Et si on met en avant, en fait, une différence, ce qu'avant vous appeliez un défaut dans votre tête, eh bien, cette différence, ça va s'ancrer dans la tête des visiteurs. Et plutôt qu'ils s'en rappellent 2 jours après en disant « Ah ben oui, mais en fait, c'est nul, la pièce était en longueur », non. Tout de suite, ils vont le voir, ils vont dire « Ah, c'est sympa cette pièce. Ah, l'original, on ne voit pas ça chez tout le monde. » Voilà. Mettez en avant les différences de vos biens immobiliers. Et puis, s'il n'y a pas forcément de différence, juste faites en sorte qu'il y ait un petit truc en plus. Donc, on dit toujours un petit peu de parfum d'ambiance. On dit toujours que, voilà, un bouquet de fleurs. Regardez ces fleurs sublimes au milieu, là. Tout de suite, voilà, ça fait propre, ça fait frais. Un petit truc en plus. Donc, c'est pour ça que, normalement, quand on fait du homestaging, on doit être neutre. Mais je dis quand même qu'il n'y a pas de vérité. Il faut quand même mettre un petit truc en plus qui fera la différence. Voilà. Ça coûte combien le homestaging ? Alors, le homestaging, en fait, il n'y a pas réellement de somme. Parce que finalement, c'est comme je vous disais pour ma voiture, moi, j'ai décidé d'investir 1 500 €. Mais parce que moi, je les avais et je pouvais sortir de l'argent aujourd'hui pour, un mois après, les récupérer sur ma vente. Donc, ça dépend de votre portefeuille. Ça dépend de ce que vous voulez faire, ce que vous voulez investir. Et on a tendance à dire, par contre, qu'on constate qu'il y a des moyennes quand on fait du homestaging, que généralement, si on ne veut pas trop se louper, si on veut quand même récupérer l'argent à la vente, il faut investir jusqu'à 3% de la valeur du bien. Mais c'est une moyenne, voilà. En tout cas, cet argent qui est investi, encore une fois, il n'est pas investi pour rien parce que, par exemple, on dit souvent avec Stéphane, votre canapé tout pourri, où le chien a fait dessus plusieurs fois, enlevez-le et rachetez un canapé. De toute façon, dans votre nouvelle maison, vous alliez l'acheter, ce canapé. Investissez aujourd'hui et c'est de l'argent que vous n'avez pas perdu, vous l'emmenez dans votre nouvelle maison. Donc voilà, tout ce qui va pouvoir permettre de mettre en valeur le bien, c'est toujours positif, c'est pas perdu, c'est pas de l'argent de perdu. Donc 3% est une moyenne, mais encore une fois, ça ne veut rien dire. Si vous êtes très bricoleur, ça va certainement rien vous coûter. Après, si vous ne savez pas réparer un robinet ou autre, ça peut vite revenir cher mais il faut le faire. Quelques questions concernant la tendance. Vous êtes décoratrice également. Et moi, j'ai envie d'en apprendre un peu plus sur la tendance. La tendance, la déco, la tendance des matériaux. Ça tombe bien, c'est le tartan.
Je te jure, oui. Ah, tout le monde m'a dit que vous aviez- Ah, mais pas du tout, le tartan revient. C'est vrai. Alors, pour parler des tendances, La ouais. tendance couleur. Allez, si on part sur la couleur. Alors, de toute façon, donc là, juste pour résumer, je vous ai parlé du homesteading. Vous avez compris que c'était des techniques qui n'étaient pas forcément ce qu'on employait au quotidien dans nos métiers d'architecte d'intérieur ou de décorateur, parce qu'on applique des techniques pour vendre. Donc, on n'est pas dans le je me fais plaisir et tout, c'est juste je suis intelligent, je raisonne, j'applique des règles. Voilà. Après, effectivement, moi, je suis, avant de faire du homestaging, qui est une corde à mon arc de décoratrice, je suis architecte d'intérieur et en second plan, je suis décoratrice. C'est-à-dire que moi, mon vrai kiff, c'est de résoudre les problèmes d'agencement des maisons, de volume, d'espace, de circulation, de respecter le bâti. Et voilà, ça, c'est mon vrai travail. La décoration, c'est le plus, c'est ce qu'on va mettre par-dessus. Et le homestaging, c'est une des parties de notre travail. Donc, bien sûr, je suis hyper sensible aux tendances, puisque je suis décoratrice, et que la décoration, c'est un peu comme des saveurs dans un plat de cuisine, c'est ce qui va mettre en exergue des volumes. Donc, si on a bien travaillé une architecture, quand on vient appliquer la décoration, ça vient souligner, faire ressortir ce qu'on a voulu faire, nous, les archis. Donc, la décoration et les tendances du moment, on est énormément sur les verts. Non, je n'ai pas fait exprès, mais voilà. D'ailleurs, Sylvie, quand tu es venue, j'avais une salopette verte, une combi. Donc voilà, on est beaucoup sur les verts sapins, les verts passés. On a beaucoup de couleurs bronze. Il y a toujours eu, on dit en ce moment, mais c'est pareil, quand on lit des magazines, on a l'impression que c'est hyper philosophique et tout. Il y a eu beaucoup le bleu canard, le turquoise et tout, et on dit qu'aujourd'hui, le vert est le nouveau bleu. Ça ne veut pas dire qu'on vous impose, c'est juste qu'on a constaté qu'effectivement, on avait beaucoup envie de vert en ce moment, de kaki, de couleurs passées un peu, enfin voilà, de ces couleurs. Et puis d'autant plus, l'automne arrive, des couleurs un peu automnales, quoi. Donc des verts qui vont jusqu'au bronze, jusqu'au marron, voilà. Après, en vrai, il y a plein de tendances dans la nature, il y a plein de styles. Et il ne faut surtout pas faire... ce qu'il ne faut pas faire, selon moi, c'est de se dire... Bon, je ne sais pas ce que je dois faire, je suis la tendance. Ah ça, il paraît que c'est à la mode, donc je vais l'appliquer chez moi. Ne le faites pas ça parce qu'en fait, vous ne vous sentirez jamais bien chez vous. Même si les gens vous disent en venant, ah, c'est joli, vous aurez l'impression de vivre dans un appartement témoin ou autre. Donc, la décoration, contrairement au staging, c'est d'abord se faire plaisir et d'abord se poser les bonnes questions. Qu'est-ce que j'aime ? Dans quoi je suis bien ? Dans quelle forme d'espace je vis bien. Beaucoup de gens ont vu la cuisine ouverte et les salles de bain ouvertes sur les chambres et on se sont dit c'est super, ces open space, j'adore, je veux coller à la mode. Ouais, mais non, en fait, ça ne marche pas à tout le monde parce que quand votre mari se lève à 3 heures tous les jours parce que vous êtes en 3-8 et à horaire décalé, et bien juste vous avez les yeux comme ça à 3 heures alors que votre réveil est à 9 heures normalement. Donc, il y a plein de choses qui ne sont pas possibles si vous avez une salle de bain ouverte sur la chambre. Pareil pour la cuisine. Moi, j'adore cuisiner. Je n'aime pas les cuisines ouvertes. Je trouve ça génial de les faire pour mes clients parce que je trouve ça beau esthétiquement, mais ça ne me correspond pas. Donc, il faut toujours savoir se dire qu'est-ce qui est bien pour moi avant de dire qu'est-ce qui est beau. Parce que le beau, ça ne veut rien dire. C'est qu'est-ce qui me correspond, quoi. Et donc voilà, tout ça pour dire, vous avez compris, je parle beaucoup, je suis désolée. Pour dire que les tendances couleurs, voilà, on est beaucoup sur les verts, mais après, vraiment, moi, j'aime la couleur en général et j'aime associer plein de couleurs. Donc il y a aussi tout ce qui est nude, tout ce qui est les vieux roses, les roses passées, couleurs un peu peau, les camels, c'est hyper joli. Tout ce qui va être les jaunes, mais voilà, je vais vous citer toutes les couleurs à ce rythme-là parce qu'en fait, moi, j'aime la couleur. En vrai, ce que je fais dans Maison à vendre ne m'excite pas en tant que décoration, ça m'excite parce que je résous des problèmes. Et on arrive à vendre, dans 97% des cas, on vend les maisons. Donc en fait, c'est un défi professionnel et j'adore ça. Et bien sûr, j'adore Stéphane et on rit énormément et c'est pas un métier, mais voilà. Si je veux me faire plaisir quand vraiment je fais de la déco, c'est plus quand je fais de la déco pour les particuliers qui n'ont pas comme objectif de vendre, mais juste de se sentir bien chez eux. Et là, on s'amuse vraiment parce que, en fait, on fait en fonction des goûts de chacun, voilà. Et ces couleurs, on les associe avec quel matériau ? Du bois, du métal ? Alors, on fait total look, tout plastique. Ah, je déteste le plastique, mais bon, ça, c'est ça fait exprès. Hein. Après, c'est une question d'affinité. Vous avez vu, par exemple, dans l'émission, je travaille avec Emmanuel Rivassou, on est l'une après l'autre. On n'a pas du tout le même style. Emmanuel aime des choses que je n'aime pas et j'aime des choses qu'elle n'aime pas. Parce qu'en fait, la décoration, c'est propre à chacun. On a tous ses affinités, on a tous ses matériaux de prédilection. Moi, j'adore les matières authentiques. J'adore le bois, j'adore tout ce qui est chaleureux, j'adore la vieille pierre, le ciment, mais le ciment brut même. Souvent, je dis à mes clients, mais attendez, on a retrouvé une vieille chape sous la moquette, il faut juste la lustrer et puis la cirer et c'est super beau, quoi. Donc, j'adore le sisal, les matières naturelles. Et c'est vrai que moi, je déteste le plastique, je déteste le synthétique.
J'aime pas tellement le laquer, mais tout ça, c'est des questions de goût, vous voyez. Par contre, quand un client me demande ça, je sais me faire caméléon et me mettre à sa place, comprendre ses envies et d'arriver à retranscrire ça dans sa décoration. Et je me fais toujours plaisir parce que je me suis dépassée, je suis allée au-delà de ce que je fais d'habitude et j'ai exploré un nouveau terrain de jeu en décoration. Donc je sais le faire. Les décorateurs qui sont certainement là dans la salle ou les archis d'intérieur qui doivent y en avoir, c'est aussi leur métier, on sait le faire. Mais voilà, si on me demande vraiment ce que j'aime et qui en plus correspond, il me semble, à la tendance du moment, c'est des choses assez authentiques, mais c'est souvent la nature un peu revisitée, qui est par la main de l'homme, qui est tenue. Par exemple, ces bûches qui sont taillées de façon carrée, une bûche en chêne massif, mais un vrai carré qu'on pose en bout de lit ou en table de nuit, je trouve ça sublime parce que voilà, on ramène du bois chez soi, mais il n'y a pas le côté rustique. Voilà, c'est vraiment dompté par la main de l'homme et tout ça, je trouve ça très beau. Il y a une dame qui acquiesce et qui est tout à fait d'accord avec vous. Oui, je crois. Il y a quelque chose dont on n'a pas parlé et qui est sur votre boutique éphémère juste derrière, c'est le velours. Oui. Alors moi j'aimerais savoir quel rapport, il est sublime, le canapé, Oui, oui. Quel est votre rapport avec le velours? Alors, le velours, pardon, c'est vrai que c'est une matière qu'on retrouve en déco depuis 2-3 ans, qui est assez présente. Moi, j'adore le velours parce qu'en fait, c'est structuré et c'est quelque chose qui vibre. C'est-à-dire que souvent, les gens me disent « Ah, les deux coussins, pas la même couleur. » Si, retournez-le. Le velours a une couleur dans un sens, une couleur dans l'autre. Suivant qu'on le caresse ou autre, il va prendre différentes teintes. Et c'est ça que j'aime en fait dans la matière, c'est toutes les nuances et toutes les subtilités qu'on peut trouver. C'est pour ça que j'aime pas le plastique en vrai, parce qu'il me rappelle rien, j'ai pas d'émotion. Moi je crois qu'on est on vient de la terre et on retourne à la terre. Et voilà, quand je touche du métal, quand je touche du bois, je trouve qu'il se passe quelque chose. Et souvent on a 5 sens, il faut les faire travailler tous les sens. Le plastique ne m'émeut pas, mais voilà, c'est une chose. Et le velours, il a ce petit côté. Puis j'aime bien tout ce qui n'est pas kitsch, mais qui va ramener un petit peu de vieux chez soi. Enfin, c'est tellement plus cosy. Comme le papier peint. Comme le papier peint, effectivement. Alors, le papier peint, pour ou contre? Ah, moi, j'adore le papier peint, mais après, il faut savoir l'utiliser. C'est comme la peinture. En fait, il y avait plein de stades dans la décoration. Et depuis une bonne douzaine d'années où la décoration est revenue à l'antenne, à la télé, où les gens se sont appropriés, parce qu'avant, on pensait que la décoration, c'était réservé à une élite. Et donc, on se disait, non, je décore pas chez moi, j'ai pas les sous. Parce qu'on pensait qu'il fallait investir 100 000 francs pour payer un décorateur. Aujourd'hui, c'est plus vrai. On a montré aux gens des techniques, on a fait comprendre qu'on pouvait le faire et qu'on pouvait décorer chez soi sans coller à une page de magazine, mais en se faisant plaisir. Donc, le papier peint, comme la peinture, sont des outils pour arriver à ces fins de décoration, quoi. Et donc, on a fait comprendre depuis une bonne douzaine d'années, on a un peu initié les gens à la décoration et c'est venu petit à petit. On a utilisé beaucoup le sticker au début, de la formation du grand nombre. Après, on a utilisé la peinture sur un mur, sur un rectangle. Maintenant, on arrive à la peinture sur tous les murs, voire au plafond. C'est génial parce qu'en fait, c'est des intérieurs tellement plus feutrés, tellement plus profonds. Et ensuite, on a eu la vague du papier peint qui est arrivée, qui est revenue. Et moi, je trouve ça génial parce que grâce au papier peint, on peut s'amuser, on peut le faire soi-même, c'est hyper facile. Les papiers peints aujourd'hui collent aux tendances, donc dès qu'on a un style art déco qui sort en tendance, on trouve le papier peint assorti qui est dans les bonnes couleurs, on peut le mettre facilement. Et puis aujourd'hui, avec les papiers intissés, on arrache et tout revient, et c'est pas le mur qui vient derrière, il faut pas gratouiller comme ça pendant 4 heures. Donc grâce au papier peint, on peut s'amuser aussi. Et moi, j'adore. Et maintenant, il y a au-delà du papier peint, en fait, toujours sur les mêmes techniques, on a les papiers peints panoramiques. C'est-à-dire que le papier peint, ce qui est chiant, c'est que tous les 51 cm en largeur, en hauteur, on retrouve le motif qui se répète. On appelle ça les raccords en largeur et puis en hauteur. Et du coup, c'est vrai qu'en prenant du recul, la fleur, on la retrouve tous les 51 cm, c'est chiant. Grâce au panoramique, en fait, et aux techniques d'impression, on a pu, en fait, d'une petite image, l'imprimer en grand sur un mur. Et donc, on ne retrouve pas du tout de répétition dans le motif. Et c'est génial, parce que le panoramique nous replonge dans des univers très forts, des choses très structurées. Et ça, c'est vraiment une super technique, en fait, pour vraiment créer des univers très personnels chez soi. Vous avez compris, c'est personnel, c'est contrairement au homestaging qui est dépersonnalisé. Donc, en décoration, on y va, quoi, on se permet. Vous êtes dans l'époque, donc du coup attaché à l'authenticité, au durable. Ouais. Quel est votre rapport au miroir? Alors les miroirs, on en voit partout, on en met partout. Pour ou contre? Moi, les miroirs sont pas mes amis. J'aime le miroir quand c'est d'abord un objet décoratif, mais le miroir qui est à 95% réfléchissant et 5% de cadre, c'est pas du tout mon ami parce que le miroir, c'est la fausse bonne idée.
Le miroir, c'est une image, ça vous renvoie l'image de votre bordel intérieur, c'est-à-dire que chez vous, vous le mettez sur une commode, et ben en fait, vous croyez que c'est une bonne idée, mais ça renvoie tout le bazar qu'il y a derrière, ça fait x2, on casse les perspectives, c'est un faux ami pour moi. Par contre, le miroir plus petit, j'en ai d'ailleurs là, par exemple, en rotin, je vois plus le travail du rotin, soit en forme de fleurs, de soleil, ça va m'évoquer le vintage, années 50, etc., les années rotin. Et ça, je trouve ça génial, parce que c'est avant tout un objet de déco. Mais voilà, pour répondre à ta question, le miroir n'est pas tellement mon ami. De même que je ne suis pas à l'aise avec les plantes dans un intérieur. Et alors que pourtant, je suis en train de me faire avoir. En ce moment, on voit des jardins intérieurs partout, j'en veux. Mais je ne suis pas à l'aise parce que les plantes, j'ai fait crever. Et je trouve que voilà, c'est pas toujours très réussi. Il faut faire des accumulations pour moi dans la vie pour que ça marche. L'accumulation de vases est sublime. Vous faites une accumulation de plantes dans un coin, qu'un mur vert, un morceau de papier peint, vous avez un petit jardin intérieur. Une accumulation de miroirs sur un mur, ça vous fait un petit cabinet de curiosité, c'est sublime. Mais attention aux décorations, il ne faut pas éparpiller les petites touches, soit les cadres, soit les miroirs, parce que ça fait vite décoration, ce que j'appelle un peu à l'ancienne, comme font mes parents. Hein. Il y avait un mur, hop, on mettait un cadre. Un mur, hop, on mettait un cadre. Voilà, ça, c'est pas toujours la bonne idée. Oh, bah merci mon Pierre. Alors, restons dans les confidences, justement. La chambre idéale de Sophie Ferjani, c'est quoi? Alors, c'est une chambre où il n'y a pas de télé. Voilà, je vous le dis. On n'est pas sur M6, hein. Ah non. Et Stéphane Plaza aurait même des tirades là-dessus. Pourquoi on met pas une télé dans une chambre? Mais je vous laisse savoir ce qu'il vous aurait dit. Il le dit souvent d'ailleurs. Donc voilà, pas de télé. Pas de mauvaises ondes, mais une chambre, en fait, comme une pièce en général, il faut qu'elle soit bien orientée, bien aménagée. Donc le lit, il faut faire attention, on le place. J'ai jamais fait, moi, de feng shui. Mais le feng shui, c'est des choses que je ressens, que je comprends, que je sais expliquer par intuition. Parce que finalement, c'est du bon sens. Mais c'est vrai que souvent, on se sent dans une chambre, il faut que le lit soit bien placé. Et on s'en rend d'ailleurs compte, souvent, on ne dort pas bien ou ça ne nous plaît pas, on ne sait pas pourquoi. Puis à un moment, on tourne le lit, on a réussi à y trouver sa place et on se dit, ah ben ça y est, c'est cosy, c'est doux. Donc voilà, pour moi, la chambre idéale, c'est une chambre qui a plein d'oreillers de présentation. C'est du beau linge et pas la couette Coca-Cola. Mais beau linge, je veux pas dire cher, hein, ça peut être... Non, mais je sais pas. Je dis ça parce que j'avais ça avant quand j'étais petite, c'est pour ça, ça m'a marqué, je crois. Mais voilà, du linge, un beau plaid, un bel édredon, quelques petits coussins, un tapis épais parce qu'on doit se sentir bien, toujours ça doit être chaleureux, des lumières qui sont descendues assez basses, si possible plusieurs points lumineux pour faire des ambiances plus cosy, pouvoir lire sans réveiller l'autre, etc. Un beau dressing bien rangé. Le rêve, un beau dressing, ça coûte pas cher forcément. Hein. On va pas citer... Voilà, bien éclairé. On va pas citer de marque, mais moi je suis chez Ikea, c'est nickel. Et si on n'a pas les sous, dans le dressing, souvent ce qui coûte cher, c'est les portes. Un beau rideau en coton qui ferme l'ensemble du dressing, c'est très classe. Donc voilà. Et j'ai pas mis de miroir non plus, moi, dans les chambres, parce que je suis pas toujours à l'aise avec ça non plus. Ouais. Il y a une question purement déco, parce que si on va sur votre stand derrière, enfin votre boutique, parce que c'est vraiment une boutique qui a été réalisée avec des vrais matériaux, elle a été montée depuis une semaine, la boutique est en cours de montage. Qu'est-ce qu'on fait? On se laisse avoir, on disait que c'était du verre, donc du coup j'achète tous des objets verts, tous des petits objets, j'en mets plein? Non, alors après, ça dépend encore une fois, moi je dis souvent à mes clients que ça dépend de leur phase d'initiation à la décoration. Quand vraiment on commence à faire de la déco et tout, c'est y aller peut-être par petites touches, mais c'est effectivement trouver quand même, comme tu disais Pierre, un certain parti pris et pas s'éparpiller. C'est pas toujours facile à apprivoiser la décoration, ça j'en suis consciente, hein, quand c'est un métier et voilà. Donc on peut essayer effectivement choisir du verre, mais la fausse bonne idée c'est de prendre tout du même verre. Et là ça jure, c'est pas joli. Choisissez du verre si vous voulez, mais c'est comme quand on ouvre un nuancier de peinture. À la suite, en fait, vous avez plein de couleurs qui se déclinent. La bonne idée, c'est ça, c'est d'aller taper un petit peu dans tous ces verres, de passer du vert au kaki, au bronze, au vert presque noir, etc. Et d'aller choisir plein d'éléments de décoration sur le thème du verre, mais jamais exactement les mêmes verres. Et c'est cet ensemble qui fera que ce sera très réussi, parce que de toute façon, dans la vie, c'est comme ça. Même si vous mettez une peinture, avec les perspectives et les ombres et les lumières, une même peinture paraîtra toujours différente. Comme dans la nature, en fait, il n'y a pas 3 brins d'herbe de la même couleur, mais vous sentez que c'est une harmonie de vert entre la feuille, le sol, voilà. Donc en fait, c'est ça, c'est choisir plutôt un nuancier, un camailleux de couleurs. Voilà, si vous allez par exemple sur du vert. Après, si vous êtes plus averti, on mélange des couleurs. Mais ça, il faut quand même maîtriser un petit peu, parce que ça peut vite devenir harlequin
quand on n'a pas trop l'habitude du mélange de couleurs et ça peut vite piquer les yeux, quoi. Si on aime un peu le côté mix and match Ouais. chez soi et qu'on a envie de mettre un peu de vintage, Oui. comme moi, mais qu'on n'a pas envie de se planter. Tu veux dire que t'es Comme moi. vintage? Oui, voilà, c'est ça. Est-ce que, quelles sont les astuces pour pas se planter? Parce qu'on peut aimer quelque chose qui nous rappelle nos grands-parents, Ouais. voilà, qui nous touche, qui nous donne de l'émotion. Comment on peut faire pour pas se planter quand on choisit du vintage? Alors, déjà, effectivement, mix and match, c'est mélanger un peu des styles, des tendances, des imprimés forts ou pas. Et ça, encore une fois, c'est... En fait, au début, ça partait d'un style un peu décoratif qui se voulait compliqué. Et finalement, on l'emploie aujourd'hui pour dire que, allez-y, en décoration, faites-vous quand même plaisir. Parce que, contrairement au homestaging, quand on décore, on doit d'abord se sentir bien chez soi. Et on doit d'abord pas trop se poser de questions. Quand vous aimez bien quelque chose, bah, si c'est votre truc, bah, tant mieux, il faut y aller dans ce style décoratif, quoi. Donc on peut mélanger effectivement, et au contraire, moi c'est mon style déco à moi, c'est de se dire qu'en fait les mélanges font que ça a une âme, parce que ça va représenter votre personnalité. Si je mélange l'armoire de ma grand-mère avec effectivement une table basse Ikea et une suspension, j'ai n'importe quoi, Roche-Beaubois, enfin vous voyez, on peut mélanger les styles, les prix, c'est ce qui va faire qu'une déco sera réussie et qu'elle sera en tout cas la vôtre et qu'on ne va pas la retrouver ailleurs et que vous aurez vraiment votre style à vous, quoi, et que chez vous on se sentira bien. Donc on peut mélanger. Quand on récupère souvent un meuble de sa grand-mère et autres, faire attention de ne pas récupérer trop de meubles parce que le buffet qui est assorti à la table de salle à manger et qui est assorti à la comptoise, la grosse pendule, ça peut vite faire beaucoup. Par contre, récupérer que le buffet et décider que tiens, je vais juste changer les poignées du buffet, ou alors je vais repeindre que les faces avant, ou je vais mettre un papier peint juste sur les faces avant de mon buffet, tout d'un coup, hop, ça donne le petit truc en plus. Et le buffet, il a fait un bond de 60 ans dans l'histoire et il se retrouve à la mode aujourd'hui parce que il a eu ce petit rafraîchissement qu'on aime bien, quoi. Donc voilà, et encore une fois, quelque chose de vintage, et pas quelque chose de cher. Souvent, les gens pensent qu'il faut aller dans des brocantes, payer ça très cher. Pas forcément, on trouve beaucoup de pièces années 50 aujourd'hui qui ne sont pas des bois de qualité, mais qui juste évoquent les formes d'une enfilade, d'un pied, voilà. Et tout ça, ça fait que même si on ne paye pas très cher, ça amène un peu d'authenticité et de joie dans la maison. Justement, une vraie question, est-ce qu'on peut vraiment avoir une jolie déco chez soi pour pas cher? Est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'on peut le faire? Bien sûr qu'on peut le faire, bien sûr. La décoration, encore une fois, n'est pas une question de prix, c'est juste une façon d'associer les choses. Donc, on peut qu'avec de la récup et des petits morceaux de tissu, des petits bouts de papier peint, des chutes, customiser des choses, faire les choses à son goût. Et même moi, je le dis souvent, en fait, il n'y a pas de réelle excitation dans nos métiers quand les clients viennent avec un budget no limite, parce que finalement, acheter pour être sûr des valeurs que je ne critique pas du tout parce que moi-même je suis très fan, mais des pièces de designers connus en se disant bah voilà, je les ai achetées, elles m'ont coûté 10 000 euros, mais au moins je sais que c'est beau parce que c'est cher. Bah oui, ok, mais si ça vous ressemble pas, c'est un peu ridicule en fait, parce qu'on se promène dans une page de magazine et puis bah, l'intérieur, il nous procure aucune émotion, quoi. Donc le design, pardon, la décoration n'est pas forcément chère. Voilà, c'est juste se faire plaisir avant tout, oser, et encore une fois, quand même se dire, attention, je dis pas faites tout et n'importe quoi, il faut quand même savoir voilà, est-ce qu'on sait quand même un peu faire, parce que, comme je vous disais tout à l'heure, ça peut vite faire harlequin si on mélange trop de choses. Donc voilà, restez un peu sur des basiques, et c'est pour ça que nos émissions fonctionnent bien, parce que les gens prennent plein de bonnes idées, on donne des astuces pour justement personnaliser un peu les intérieurs, et y aller petit à petit, quoi. Encore deux petites questions et après je passerai à vos questions. Donc préparez vos questions, pas vos plans, hein, parce qu'on n'aura pas le temps. Pas les plans de vos intérieurs. Le retour de la véranda. Oui, tout à fait. Un gros clin d'œil. Un gros clin d'œil. J'avais pas compris. Je connais bien les vérandas. Mais au-delà de la véranda, alors tu me parles de la véranda ou de la verrière? Tu choisis. Je choisis. La véranda, c'est une pièce en plus. En soi, c'est pas un élément décoratif, c'est une pièce en plus qui peut avoir 1000 styles. On peut choisir un style de véranda 1920 ou une véranda tout alu au profilé très large qui soit très archi, très contemporaine. La véranda est une pièce en plus, donc c'est génial parce que ça amène de la lumière. Mais on ne peut pas tous faire une véranda si on a un appartement, si on n'a pas le permis de construire, si on n'a pas les sous, si on n'a pas l'autorisation d'agrandir, etc. En tout cas, bien sûr que je cautionne la véranda. Pour revenir, je croyais que tu me parlais au début de la verrière atelier, parce qu'on en voit beaucoup en décoration. Et la verrière, c'est un truc qui marche super bien. Parce qu'effectivement, ça ramène
selon mon analyse, hein, toujours un petit peu d'authenticité. Le côté manufacture, vieille usine, on ramène du métal, etc. Le côté gris. Et ça vient casser un peu le style déco qui était un peu lisse depuis plusieurs années, où on faisait tous un peu pareil, le meuble laqué, machin. Voilà, donc je trouve que ça donne de l'authenticité, la verrière d'atelier, et c'est en ça que ça me plaît. Donc la dernière question sur les tissus cette fois, parce qu'il y a un superbe article qui est sorti dans un magazine d'ailleurs, ils sont partenaires, donc il n'y a pas de raison de ne pas les citer, c'est Marie-Claire Maison. Oui. Sur les tissus, on les choisit comment les tissus? Alors les tissus, bah, c'est comme la couleur, c'est comme le papier peint, c'est comme la peinture. C'est hyper personnel un tissu parce que, bah, encore une fois, moi j'adore toucher, je suis toujours en train de tripoter des choses. Voilà. Un tissu, ça se touche avant tout. C'est quelque chose qui va prendre des reflets différents, enfin des vibrations en fonction de la matière dans laquelle il est fabriqué. J'ai sorti effectivement une collection de tissus, moi, qui est pour bonne partie en jacquard, parce que cette matière tissée, quand on retourne le tissu, il est presque aussi beau de l'autre côté qu'à l'envers. C'est pas imprimé, quoi. C'est du fil tissé. Et en mélangeant un rouge et un bleu, hop, bah, ça fait un motif. Donc ça, c'est génial. Moi, j'adore le tissu. Le tissu, on peut l'amener. Et je trouve qu'il est génial dans le tissu, en fait, c'est que c'est la petite touche déco, justement, quand on n'ose pas trop. On n'a pas trop de risque de se planter. Parce que finalement, si le coussin, il est un peu too much, c'était que 20 € et voilà, c'est pas très grave, quoi. Et on peut au pire le mettre sur le lit de la chambre d'amis ou ailleurs. Et je trouve qu'en tout cas, le tissu, il permet de personnaliser sa déco au gré des saisons et au gré des tendances. Changer une paire de rideaux, 3 coussins, un plaid dans son intérieur, ça va complètement métamorphoser son style déco. Et du coup, on peut être vert cet automne et on pourrait être rouge, j'ai n'importe quoi, l'été prochain, parce que ça reste des petits budgets et ça permet vraiment d'amener de l'accent décoratif. Pour clore, avant de passer à... On prendra 3 questions, donc préparez-vous. Justement, aujourd'hui, je pense que vous ne vous redirez pas, on a tendance à s'imaginer que demander des conseils à un architecte d'intérieur, c'est hors de prix et c'est réservé à une élite. Est-ce qu'on peut habiter voilà, à Paris, avoir un petit appart et faire appel aux conseils des professionnels? Je crois qu'il y a Rencontre un archi derrière avec la consultation gratuite d'architectes, justement. C'est devenu quand même beaucoup plus abordable et on a des fausses idées par rapport à ça. Alors, je pense que ça n'a jamais été très onéreux, en fait, parce que ça va vraiment dépendre du système de rémunération de l'archi. C'est juste que les gens ont toujours peur et ils me le disent constamment, bah oui, mais comment je sais que je peux leur faire confiance? C'est comme tout dans la vie, en fait, c'est une question de feeling. Et puis à un moment, il faut oser se lancer, quoi. Beaucoup de gens me disent, bah oui, mais Sophie, c'est avec vous que je voulais travailler, que vous. Bah oui, mais on peut pas être disponible. Enfin voilà, moi, un projet, ça va vite prendre 3 semaines. J'ai pas plus de semaines dans ma vie que vous n'en avez vous dans une année. Enfin, je veux dire, par an, on a 52 semaines tous, quoi. Donc voilà, à un moment, c'est compliqué. Et je dis, mais faites confiance aux gens, parce que moi, il y a plusieurs années, 15 ans en arrière, quand j'ai créé ma société, j'aurais aimé qu'on me fasse confiance. Et en fait, il y en a qui l'ont fait petit à petit. Voilà, on se compose son book, on a des choses à montrer à nos clients. Et il faut faire confiance aux gens. C'est pas un gros investissement. Il faut toujours se dire que cet investissement, de toute façon, c'est de l'argent qu'on vous fait gagner, parce que beaucoup de gens se lancent, achètent une peinture, un canapé et tout, puis ils se rendent compte que ils se sont gourés, ça va pas. Et ils ont perdu de l'argent au final, donc ils vont refaire une deuxième fois et puis baisser les bras et puis 4 ans après se décider à prendre une décoratrice ou autre pour les aider. Donc voilà, c'est pas de l'argent de perdu. Quand vous faites des chantiers en plus derrière, nous on sait vous faire, quand on fait du suivi de chantier, gagner de l'argent aussi sur les entrepreneurs, parce qu'on va négocier mieux les prix, on va vous savoir vous. Ou souvent les clients viennent avec des idées toutes faites de se dire une cuisine, oui, je vais la prendre chez ce fournisseur, ça coûte forcément 40 000 €. Voilà, il me reste plus que 10 000 pour faire le reste. Non, une cuisine, ça peut s'acheter aussi dans le commerce. Et puis, on va juste acheter un plan de travail à 4 000 € en granit, par exemple, en pierre de lave, qui va changer tout l'aspect de sa cuisine. Et puis, il va vous rester 40 000 € pour faire le reste de votre maison, quoi. Donc voilà, souvent, nous, on sait aussi vous ouvrir les yeux sur des idées reçues que vous avez. Donc voilà, encore une fois, tout ça pour défendre notre métier et dire que c'est pas forcément de l'argent perdu, et même on peut faire gagner de l'argent. Voilà, merci beaucoup Sophie. Est-ce que... Ah, merci. Je me disais quand même... Ah, quand même, ouais. Avoir son appartement signé Sophie Fernandez, c'est quand même les classes. Est-ce que quelqu'un a une question? Est-ce que vous avez des questions? Ouais, alors par contre, je suis comme Mireille Mathieu. Je suis un peu bloqué là. Ou Céline Dion, là, tu commençais comme ça aussi. Hein,
Bonjour. Ben, en fait, la réponse, si tu veux, ouais, une fourchette, je peux pas te dire. Parce que ça dépend de chacun. Moi, ça fait 15 ans que je suis à mon compte. Pour établir mes prix, je regarde combien je dois gagner par jour, en fait. Et donc, quand tu viens me voir en me disant j'ai un projet de 3 pièces, j'étudie, je me dis je vais passer 4 jours et demi sur ton projet, multiplié par mon taux journalier qui était avant de 280 € pour rentrer dans mes frais et nourrir mes enfants. Tu vois, c'est comme ça que je fais mes prix. Donc, chacun a ses tarifs, en fait, en fonction de ses charges. Hein. C'est vraiment une entreprise comme une autre. Donc, voilà. Moi, en tout cas, je ne vends que du conseil. Je ne vendais que du conseil. Je ne faisais pas de suivi de chantier. Donc, voilà, j'établissais mes prix comme ça, en me disant combien de jours je vais passer sur ce dossier. Après, à moi d'être rentable et pas de passer 4 jours de plus, tu vois, mais ça arrive souvent, malheureusement. Mais c'est comme ça que j'établissais mes prix. Donc, je ne peux pas mieux te répondre. Chacun a ses charges, tu vois. Je t'en prie. Est-ce qu'il y a d'autres questions à Sophie Fergiani? Oui. Je suis en troisième et en fait, j'ai toujours rêvé d'être architecte d'intérieur et j'aimerais savoir quelles études il faudrait suivre. Ah, très bien. Donc, je ne sais pas si vous avez entendu, elle est en troisième, elle voudrait faire le métier d'architecte d'intérieur. Donc, il faut regarder M6. C'est pas un métier de regarder la télé, ni d'être une star. Donc, je vais te répondre malheureusement pas super bien parce que je suis pas toute jeune et ça fait 20 ans que j'ai eu mon diplôme, donc je sais pas trop aujourd'hui, si tu veux, quel est le cursus. Pour te raconter, moi, le mien en tout cas, parce que ça va peut-être des questions que beaucoup de jeunes se posent. Donc, à mon époque, il y avait un bac qui s'appelait F12, qui était le bac art appliqué. Aujourd'hui, je ne sais plus comment il s'appelle, mais c'est un bac art appliqué dessin, où si tu veux, c'était 50% des cours. Donc, on choisissait dès la seconde. Et pendant 3 ans, on avait des cours de dessin, de perspective, de plein de choses, si tu veux. Aussi du français, des maths, mais ça venait en second plan. Moi, mes parents à l'époque ont eu peur que je choisisse cette voie-là parce qu'ils se sont dit ma chérie, si tu fais ça, puis qu'à la fin de ton bac, tu te rends compte que tu n'aimes plus, en fait, tu n'auras que ça comme bagage et tu ne sauras pas faire un autre métier ou trouver un autre métier. Donc, moi, j'ai fait un bac scientifique à l'époque en sachant que si ça me plaisait toujours après la terminale, j'avais possibilité de rattraper parce qu'il y avait des moyens de rattraper. C'est ce que j'ai fait. Donc, après mon baccalauréat, j'ai fait une année de mise à niveau qui est une mise à niveau en art appliqué, qui permettait en 1 an de récupérer les 3 ans du bac, très intensif, où on faisait des cours de tout, vraiment, et ce qui était génial, parce qu'une année tellement riche en apprentissage, en tout, et dans les arts appliqués, en fait, on étudie aussi bien le stylisme, l'histoire de l'art, bien sûr, le design, on aborde tous les cours. Et ça, c'est génial parce que ça nous laissait un peu le temps de toucher à tout et de se dire, finalement, c'est pas trop l'archi intérieur que j'aimais bien, c'était plus ce design, ou tu vois, voilà. Donc, moi, à la fin de mes 1 an, j'étais sûre que c'était toujours la décoration que je voulais faire. Mais j'avais découvert un truc, c'est la décoration pour la publicité. Donc, c'est ce que j'ai fait finalement. J'ai fait après un BTS dans une école d'art appliqué qui s'appelle Olivier de Serres. Donc, à Paris, en fait, on a 4 grandes écoles publiques, Olivier de Serres, Boulle, Duperré et Estienne, chacune avec sa spécialité. Et bien sûr, il y a d'autres écoles aussi. Mais bon, après, c'est toujours pareil, question de budget et tout, l'école payante. Et encore une fois, je vous dis, moi, il y a 20 ans, donc... Voilà, moi je sais que j'avais pas trop d'autres possibilités que de rentrer dans une école publique à l'époque. Et j'ai eu la chance d'être prise à Olivier de Serres, ça a marché, je me suis épanouie et voilà. Donc j'ai eu mon BTS de décoration pour la publicité. Et voilà. Mais il y a plein de formations. Et depuis que la décoration a été mise à la mode, a été portée un peu à l'écran, beaucoup d'écoles se sont ouvertes aussi. Alors je dis toujours aussi de faire attention, parce que forcément j'ai beaucoup de personnes qui viennent vers moi vers la quarantaine en se disant je vais me reconvertir, je me suis trouvé une vocation et tout, et qui du coup cherchent des écoles rapides, des formations rapides. Je dis toujours on n'apprend pas un métier en 4 jours, ni en 2 semaines. Donc, sauf si vous étiez par exemple déjà architecte et que vous faites une formation d'archi intérieur, bien sûr, il vous faudra, mais même c'est ridicule parce qu'on n'a pas besoin de faire ça, mais voilà, si vous aviez un métier qui était déjà dans le milieu, ça peut aller assez vite les formations, mais quand même se méfier tous dans vos métiers actuels, dites-vous, est-ce que j'aurais pu l'apprendre en 2 semaines quoi. Voilà, c'est toujours ça la question à bien se poser. C'est bon? Tu seras mon invité dans 10 ans? On te le souhaite. Elle n'a pas pris de notes, hein. Elle était venue avec un gros cahier, elle n'a rien écrit. Est-ce que vous avez des questions de ce côté-là? Vous n'avez pas de questions? N'hésitez pas, hein, parce que je sais qu'après, vous allez tous à me solliciter, mais n'ayez pas honte. Une question peut me permettre, madame.
une question peut permettre de rebondir. Enfin, venir. Voilà. Alors, une question pour Sophie Fergeni. Bonjour. Voilà, moi, il y a pas longtemps, j'ai acheté une petite maison, pas une grande. Bravo. J'ai décidé de m'orienter plutôt sur une décoration par thème et par pièce. Et je voulais savoir ce que vous en pensez. Est-ce que finalement, je ne vais pas avoir tous ces inconvénients? Est-ce que ça va être un peu kitsch, sachant que je pars de l'industriel à le jungle chic en passant par le bohem chic aussi? Alors, j'ai tendance à dire que si, ça peut être un problème, parce que juste, ça peut faire une overdose. Mais encore une fois, ce qu'il va falloir faire, c'est trouver un peu un lien commun, un fil conducteur. En décoration, en fait, vous ne pouvez pas changer de pièce comme changer de pays, si c'est complètement radicalement différent à chaque fois. Par contre, on peut changer de pièce comme on change de style, si le fil conducteur, il englobe tous les styles. Ce que je veux dire par là, c'est que par exemple, il peut y avoir le vert, désolé de reprendre ça en exemple, mais qui peut être le fil conducteur, le vert. C'est-à-dire qu'il faut toujours aller chercher plus haut, remonter le haut de la pyramide, se dire à la base qu'est-ce que j'aime vraiment, qui a fait que j'ai choisi industriel, bohem chic et jungle. C'est peut-être soit le verre, soit le métal, ça peut être soit le bois, et il faut que ce que vous allez mettre comme point commun, comme fil conducteur, il se ressente presque plus que le style dans chaque pièce. Et là, ça fera un intérieur qui sera réussi, ça fera un intérieur qui sera logique. Parce que quand on changera de pièce en pièce, on dira « Ah, son thème bois, c'est marrant, là, elle l'a décliné comme ça, là, elle l'a décliné comme ça, là, elle l'a décliné comme ça. » Mais on n'aura pas le sentiment de changer de pays à chaque fois, parce que sinon, ça peut faire comme avoir mis un parfum sur une oreille, un autre parfum sur l'autre et tout, ça peut faire tirer au cœur, quoi, vous voyez? Donc voilà, trouver le fil conducteur. Voilà, merci Sophie Fergeni. Il faut changer de maison. Pour les conseils pratiques et pas chers. Il y avait une dame, elle là-bas. Oui. Alors, c'est une très bonne question. Tout à fait. Alors effectivement, c'est bien aussi de rappeler un peu ce que sont ces différents métiers. Le décorateur va vraiment s'attacher à décorer votre bien. Souvent, il ne déplace pas les meubles. Il va plutôt s'attacher à mettre une peinture, à dire, tiens, pour faire ressortir le canapé, on peut faire ça, une tapisserie, un papier peint, changer des rideaux, rajouter de la lumière, changer le lustre, etc. Le décorateur, vous voyez, c'est une mise en maquillage un peu. L'architecte d'intérieur, il va aller plus loin. Ça ne veut pas dire que c'est mieux ou moins bien, c'est juste un métier différent. Le décorateur va plutôt s'attacher à dire non, ça ne sert à rien de faire ça puisque le canapé n'est pas à sa place. C'est pour ça que j'aime ce métier parce qu'en fait on résout plus en profondeur, j'ai le sentiment, des problèmes. C'est-à-dire qu'on peut faire une très belle décoration parfois, mais si les problèmes ne sont pas résolus, vous ne vous sentirez jamais bien. Donc l'architecte d'intérieur va plutôt dire oui, peut-être casser une cloison, je dis bien, peut-être déplacer des meubles. Tiens, le champ de circulation entre la porte et la fenêtre, il y a des choses qui obstruent l'espace, il faut les déplacer. Il faudrait changer ce revêtement de sol et tout. Ça, c'est plus le travail de l'architecte d'intérieur. C'est vraiment se projeter dans un intérieur, mais ne pas toucher au bâti. Nous, on n'a pas les compétences pour ça. Dès lors qu'on veut casser, mais après, attention, c'est dans les règles que je vous dis, chacun fait ce qu'il veut chez soi. Donc, dans votre maison, qui n'est pas en copropriété, parce qu'il y a des règles, des lois, vous faites ce que vous voulez. Après, quand on touche au bâti et tout, moi, je vais me référer à un ingénieur structure. Je vais me référer à un architecte s'il faut, parce qu'eux vont savoir, si je casse ce mur, je dois étayer, faire des renforts ici et là, parce que la maison repose là, voilà. C'est des choses que je sais assez naturellement, mais je ne prendrai jamais le risque de le faire sans eux. Voilà. Par contre, si vous êtes en copropriété, normalement, vous devez passer pareil par des approbations de syndic. Et si vous touchez à un mur porteur et haute, il faut faire approuver par l'ingénieur, le syndic bien sûr, mais un ingénieur structure, voilà, qui va pouvoir faire son rapport et que ça sera validé ou pas. Voilà. Enfin, on ne fait pas ce qu'on veut dès lors qu'on est en syndic, en copropriété, je veux dire.
et dans des appartements ou des maisons en copro, quoi. Voilà. Mais en tout cas, l'architecte, lui, va effectivement toucher à tout ce qui est le bâti. Donc dépôt en mairie, demande d'autorisation, etc. De rien. Est-ce qu'il y a une dernière question? On la prend. Pas de question? Là-bas. Ah, madame. Oui. Comment je vais aller jusqu'à vous? Voilà. Regardez. Non, mais je suis jeune et dynamique. Est-ce que j'essaie de me faire croire? Ne vous fiez pas à son costume. Bonjour. Concernant le sol, Oui. j'ai pris un appartement que j'ai pris il y a 2 ans et très vintage parce qu'il date de ma naissance en 1977. Donc Comme moi. c'est bien, ça revient et en fait c'est des choses que j'aime aussi, notamment l'entrée avec un carrelage très vintage. Mais le souci c'est que chaque pièce a son propre sol. Oui. Complètement différent. La cuisine c'est blanc, le salon c'est marron. Et je me dis pourquoi pas amener de la chaleur, soit des tapis ou soit un parquet flottant, mais je crains de perdre de la valeur. De l'authenticité ou de la valeur juste marchande? D'accord. Alors, effectivement, d'avoir un sol dans chaque pièce, c'est un peu tout à l'heure ce qu'on disait, ça peut vite faire tourner un peu la tête. Ça marche très bien dans les vieilles maisons. Quand je dis vieilles maisons, je parle des maisons de 1920 maxi, enfin 1930 à la rigueur. Une maison de 1977, je suis pas sûre que les sols, en fait, tous panachés, fassent très, très réussi, quoi. Donc ça, je comprends bien ce que vous voulez dire. D'unifier les sols, c'est vrai que ça laisse respirer, ça donne du calme et ça permet aussi quand on visite, quand on vit chez soi, hein, que son œil ne s'accroche pas partout. Vous voyez, c'est comme quand on se cogne dans des murs, il y a des angles partout, c'est pareil. L'œil s'accroche sur tous ces sols. Donc, si on ne veut pas perdre de la valeur, tout à l'heure vous disiez de la valeur, c'est pour ça que je dis une valeur marchande ou une valeur affective ou une valeur visuelle. Ce qui est bien, il y a des peintures de sol aujourd'hui qui sont très efficaces. Et grâce à une peinture, vous allez pouvoir, en fait, par exemple, unifier l'ensemble, choisir un blanc, un gris, je ne sais pas, ça va dépendre de vos envies. Et vous allez pouvoir unifier, mais sans perdre la chaleur du carrelage, parce que la chaleur du carrelage, c'est sonore aussi, c'est visuel avec ses joints, c'est plein de choses, en fait, la chaleur d'un carrelage. Donc voilà, je parle de carrelage ancien, pas des carreaux blancs 30-30 en diagonale, vraiment, voilà, dès qu'ils sont un peu structurés et tout. Donc une peinture peut permettre d'unifier l'ensemble et que malgré tout, chaque pièce garde de sa personnalité parce que tous les carreaux sont un peu différents. Voilà. Et après, il y a plein de solutions. Hein. On utilise beaucoup dans Maison à vendre, nous, les sols en vinyle parce qu'à moindre coût et rapidement, vous pouvez vraiment refaire des sols. Mais encore une fois, voilà, moi, pour y vivre, je ne mets pas de vinyle chez moi parce que j'aime pas le côté plastique, mais c'est vraiment des questions de goût. Hein. Voilà. Donc après, vous avez des sols, le stratifié, c'est pareil, j'aime pas ça, mais c'est une question de goût. Moi, j'aime le vrai bois. Alors, du vrai bois, c'est pas forcément cher. Je dis souvent aux gens qu'en fait, moi, la chambre de mes enfants, je fais ça souvent chez des clients, du pain. Donc, du pain authentique, 18 mm d'épaisseur, ça coûte 12 € du mètre carré. C'est moins cher que du stratifié. C'est du vrai bois. Et après, moi, je les ai peints. Donc, vraiment, et on peut le peindre en faisant des jeux, faire du masquage, dessiner une marelle au sol, tout peindre et retirer son scotch et la marelle, elle apparaît. Enfin, on peut s'amuser. Et voilà, moi, j'aime le vrai matériau, le vrai bois. Mais voilà, en fait, après, ça dépend de son budget, de son goût, de sa facilité à faire des travaux ou pas, parce que c'est moi qui l'ai posé avec mon mari, mais c'est plus long à poser du vrai parquet massif, donc même s'il ne coûtait pas cher, voilà. Si on doit le faire, ça peut coûter cher la main-d'œuvre. Donc voilà, ça dépend vraiment de ce que vous avez envie. Mais unifier les sols dans une maison 77, même si c'est une très très belle année, un très bon cru, hein, je conseille d'unifier les sols, ouais. Bon, on l'aura compris, les enfants de Sophie vivent dans une forêt. Par exemple, moi j'aime les maisons ludiques, les maisons drôles, les maisons de famille, les planchers qui craquent. Et voilà, moi mais j'aurais fait une cabane à mes enfants, le lit, un toboggan pour descendre. Voilà, il faut s'amuser dans la vie et voilà, tout doit être épanouissant. Une question là-bas, je ne sais pas si tu as le temps. Oui, je suis généreux. Eh oui, il est comme ça. Alors, ma boutique à Marseille, donc j'ai
un très grand concept store de 270 mètres carrés. J'en ai fait une petite représentation ici parce qu'on a un peu l'essence de la boutique. J'ai beaucoup de produits. Alors, je n'ai pas la prétention d'avoir aujourd'hui encore déniché des marques inconnues de vous tous. J'utilise et je vais chercher des marques que vous connaissez. Moi, ma force, c'est d'associer. C'est pour ça que ma boutique s'appelle La Sélection. C'est que ma force, c'est de mettre ce vase avec ce coussin et ce sol et de l'avoir choisi que dans cette couleur et que dans cette taille parce que je vous le recommande comme ça. Et quand vous venez dans ma boutique, en fait, vous allez pouvoir acheter tout en fermant les yeux sans vous poser de questions. Tout marche ensemble. Couleur, forme, matière. J'expose de temps en temps des artistes. C'est quelque chose de difficile. C'est comme choisir une œuvre d'art, un tableau. C'est quelque chose d'assez personnel. Dès qu'on va rentrer dans le côté artisanal et tout. Mais moi, bien vous l'avez compris, j'aime ce qui est fait à la main. J'aime sentir la main de l'homme dans un produit et autre. Après, c'est aussi une question de budget. Pareil, je ne prône pas le Made in France parce que je ne suis pas idiote. Il ne faut pas se voiler les yeux. Nos iPhones, nos baskets, nos Levi's, nos Nike, c'est pas du Made in France. Tout est fait à l'étranger. Il y a des produits faits en France, mais on paye le prix. On sait pourquoi, mais c'est pas la portée de tous. Et moi, c'est pas l'image que j'ai aujourd'hui de la décoration, même si je suis capable un jour peut-être de m'offrir quelque chose de très cher. Moi, je veux me faire plaisir au quotidien et c'est ce que les gens ont compris de moi et je veux qu'ils se fassent plaisir au quotidien dans ma boutique. Donc, un Made in China, un coussin coûte bien moins cher que le coussin tissé à la main. Mais parfois, j'en ai dans ma boutique, oui. Mais ça sera vraiment, vous avez compris, des petites capsules. Il n'y aura même pas 3% de ce que j'expose. Parce que j'estime que voilà, on doit se faire plaisir, on ne doit pas se prendre la tête. Et si on veut changer ses coussins, comme je disais, toutes les saisons, on doit pouvoir le faire, quoi. Donc, et ensuite, j'ai peu de céramistes et autres, même si j'adore ça, aussi parce que ma boutique est collée au Panier, qui est une zone artisanale très forte de Marseille, et où finalement, à 3 mètres, on va trouver toutes les boutiques de créateurs. Donc voilà, ma boutique, c'est parce qu'on s'attend à y trouver, mais même si j'adore, voilà. Merci. Je crois qu'on peut remercier Sophie d'avoir partagé ses univers. Merci. Merci à vous. Donc Sophie va rester avec ici 20 minutes pour faire des dédicaces. Vous allez rentrer par ici. Ou des photos. Mauvaise pioche pour ceux qui sont là. En tout cas,